J'ai fini de tourner mon tour. Ah mais... Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. Salut à tous et bienvenue dans ce 3e rendez-vous de Lumière Rouge, un concept d'émission dans lequel nous revisitons les grands concepts Red Pill de manière décalée et apaisée. Nous avions fait la première émission sur la rage de la pilule rouge, ça me semblait être un bon début. Nous avions fait la deuxième émission sur l'hypergamie, nous nous étions demandé si les femmes étaient vraiment toutes des putes et si c'était si grave que ça finalement. Et nous nous intéressons aujourd'hui à un concept qui est peut-être un des plus intéressants de la sphère Red Pill, qui est celui du hamster. Et derrière ce petit animal rigolo, ce petit nom rigolo, se cache un processus mental des plus complexes et des plus fascinants. Et comme nous sommes dans Bistrot des Gentilshommes, nous avons la chance d'avoir Martial de Néo Masculin avec nous, qui, je dirais, est le plus grand spécialiste français du hamster, puisque il a écrit... rien que ça. Puisque tu as écrit 2 articles remarquables sur la question. Donc, eh bien, ce que je te propose, c'est peut-être de démarrer, de définir et de développer un peu qu'est-ce que le hamster, Martial. Merci Ralph. Alors effectivement, j'ai écrit des contenus dessus. Également sur les biais cognitifs qui président parce que, à la base, le hamster, c'est un concept Red Pill, mais qui demande un petit peu à être explicité. Donc voilà, le hamster, c'est un élément essentiel de la psychologie des jeunes filles. Alors sans trop m'étendre sur l'idée de jeune fille, qui fera, je pense, l'objet d'une émission particulière, tant il y a à dire sur le sujet, rappelons simplement que la jeune fille en question n'est ni forcément jeune, ni forcément une femme, mais bien un concept anthropologique, décrivant le sous-être, vomi par la société de consommation et de narcissisme qui est la nôtre, depuis maintenant 6 ou 7 décennies. Nous mettrons en lien une excellente émission de la chaîne Jalon de Conscience qui décrit le phénomène. Le hamster, donc, est l'un des modes d'approche du monde de la jeune fille. Il est apparenté à la mauvaise foi, mais aussi au solipsisme et au narcissisme. On appelle hamster la petite bête que la plupart des dites jeunes filles ont dans un coin de leur tête. Ce charmant animal permet de bien résumer d'une part le niveau d'intelligence de la jeune fille moyenne, et d'autre part la manière dont elle se sert de cette intelligence pour appréhender le monde. Comme un hamster dans sa roue, l'intelligence en question est capable de déployer d'immenses efforts pour au final rester sur place. En effet, le rôle du hamster est de permettre aux jeunes filles de transformer des décisions discutables et des comportements stupides ou immoraux en choses normales, naturelles et qui dégagent leur auteur de toute forme de responsabilité. Ainsi, dans un monde de logique, les causes précèdent toujours les effets. Dans le monde du hamster, les effets peuvent être à l'origine des causes. Exemple, j'ai bien fait de le tromper, je savais bien qu'il allait me quitter tôt ou tard, de toute manière. Dans un monde logique, les conceptions du réel découlent de l'observation du réel et de la généralisation de ces observations. Dans le monde du hamster, certaines idées sont indiscutables et ne peuvent jamais être remises en question par l'observation. Et notamment l'idée suivante, je suis quelqu'un de bien, ce n'est pas de ma faute, et c'est l'autre qui est un salaud. Dans un monde logique, il existe un vrai et un faux, de la réalité et de l'imagination, de la vérité et du mensonge. Dans le monde du hamster, rien de ces absolus n'existe. La réalité pour le hamster est un concept fluide et flou, et surtout que l'on peut librement modifier selon ses convenances. Un bon hamster permet donc à la jeune fille de se dissocier totalement de ses décisions, de manière à ne jamais avoir à remettre en question son propre comportement, ni à évoluer ou à corriger ses erreurs. On est bel et bien dans le cas d'un rongeur qui court dans sa... Quels que soient les effets déployés, pas question d'avancer. Le hamster est une forme de protection pour l'esprit de la jeune fille. Il la protège de la dissonance cognitive, lui permet d'ignorer totalement les conséquences de ses actes et d'éviter que ceux-ci remettent en question la conception qu'elle a d'elle-même, des choses, des personnes, du réel. En dissociant les choix personnels de leurs résultats, il permet de se placer systématiquement en victime des circonstances. Donc il y a effectivement un article qui est plus complet à ce sujet, on pourra le mettre en lien, mais voici déjà 3 ou 4 exemples de hamsterisation pour vous donner une idée du phénomène. Dans tous les cas, on a une décision initiale, un résultat logique et prévisible, qui est délibérément ignoré, et puis une fois ce résultat obtenu, on a le hamster qui se met en marche, et finalement on a une conclusion. Exemple 1, étude. Décision initiale.
Je sais bien qu'on m'a dit et redit qu'il n'y avait pas de travail dans cette branche, mais c'est pas grave, j'y arriverai parce que c'est ma passion. Je vais donc suivre des études dans cette filière précise. Résultat logique et prévisible, je vais me retrouver au chômage très vite et très souvent, je vais passer des années à vivre au crochet de mes parents, de mon conjoint ou de la société, vraisemblablement des trois. Hamster. On vit quand même dans un monde pourri, tu te rends compte que je suis qualifié Bac+5, bon, études de genre, ok, mais Bac+5, et que je ne trouve toujours pas de boulot? Je suis sûr que c'est parce que je suis femme, grosse, bisexuelle, trans, autre, au choix. Conclusion, rien n'est de ma faute, je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive, je suis membre d'une minorité opprimée à laquelle on a refusé l'accès à l'emploi. Exemple 2, apparence, décision initiale, comme je ne me sens pas original ni reconnu et que j'ai envie que les gens me remarquent, j'ai décidé d'avoir les cheveux bleus, le visage couvert de piercing et un énorme tatouage qui me couvre tout un bras et la moitié du cou. Je sais bien que dans ma branche professionnelle ça va être mal vu, mais fuck oppression, j'ai le droit de m'exprimer quand même. Résultat logique et prévisible, si je fais cela, j'aurai beaucoup plus de mal à trouver du boulot. Dans un certain nombre de secteurs, la plupart des gens me considèrent comme casseuse, droguée ou à problème. Je ne trouverai jamais de travail dans le secteur bancaire, certains secteurs de la vente, des relations, etc. Hamster. Les gens sont quand même super intolérants, tu vois. Ils ne supportent pas la différence, ils ne supportent pas l'originalité. Ils croient que tout le monde doit leur ressembler. Moi, par exemple, j'étais hyper souvent discriminé pour mon look, alors que mon look, c'est moi, c'est qui je suis, c'est mon individualité. Tu vois, c'est ça l'oppression. Conclusion, rien n'est de ma faute, je suis une victime de l'intolérance généralisée, parce que la société dans son ensemble ne s'adapte pas à ma personne. Exemple 3, séduction. Décision initiale. Je ne suis attiré que par les femmes les plus belles, je veux des 9 ou des 10 dans mon lit, en dépit du fait que je suis moi-même un 6, que j'ai pas grand-chose d'autre à offrir que mon physique déjà pas terrible, et que donc n'ayant pas de moyens financiers, un statut social médiocre et des capacités relationnelles discutables. Résultat logique et prévisible, je vais me prendre râteau sur râteau, peut-être même me faire coffrer pour harcèlement. Hamster, quelle bande de salopes! Elle mouille pour des beaux becs musclés et riches, mais ignore les qualités intérieures profondes qui font la vraie valeur d'un homme. Quelles qualités? Les miennes. Conclusion, rien n'est de ma faute, je suis une victime de l'hypergamie. Dernier exemple pour la route, le bad boy. Décision initiale, j'ai tellement envie de ce mec, son côté bad boy et racaille me donne des frissons tout partout. Résultat logique et prévisible, le bad boy racaille va se conduire comme un bad boy racaille, il va me sauter et se barrer. Il était de toute manière déraisonnable de supposer qu'il agisse autrement, puisque c'est justement pour ça que j'ai été attiré. Hamster, les mecs sont des salauds, je croyais vraiment qu'il n'était pas comme les autres, mais en fait ils se valent tous, ils en veulent qu'à nos culs, ils n'ont rien à foutre de nous blesser, moi je vais tout donner à ce mec et pour lui ça vaut rien. Conclusion, rien n'est de ma faute, je suis une victime du machisme et de l'inconstance. Voilà, le hamster offre donc à la jeune fille une capacité infinie à se dissocier du réel et à justifier par ce biais le moindre de ses actes. Elle n'a jamais tort, elle manque juste d'informations, elle ne se trompe pas, elle est trompée. Elle n'est jamais mauvaise, ni mal intentionnée, elle est incomprise. C'est le hamster qui permet à la jeune fille de se regarder en face. En effet, sans lui, le b.a.-ba d'une éducation morale même minimale lui sauterait au visage et elle serait bien obligée de se rendre compte qu'elle est veule, manipulatrice, menteuse, inconstante, influençable, inculte, irrationnelle et pour tout dire stupide. Or, un tel constat lui est impossible. Il l'obligerait à se remettre en question, à renoncer à une partie de ses croyances et à prendre du temps pour s'améliorer en tant que personne plutôt que de cracher sur les autres. Une telle démarche lui semblant trop difficile, le hamster la protège en lui permettant de faire l'impasse sur ce qu'elle devrait constater d'elle-même et en tordant la réalité à ses propres yeux. La capacité qu'a le hamster à faire avaler à la jeune fille un storytelling de ses propres actions, et ce en dépit de ses souvenirs et de l'honnêteté minimale, lui assure donc à son propre regard une totale immunité morale. Il la débarrasse de son surmoi et l'autorise à se comporter comme une gamine capricieuse et hystérique, en tout lieu, en tout temps, et tout en réclamant de ne pas être traitée comme telle. À titre général, les hamsters membres d'un même groupe social tendent à s'accorder entre eux afin de valider la narration déterminée par le groupe. Ce pacte implicite permet au groupe de bonnes copines ou de bons copains d'ailleurs, qui tous savent fondamentalement que les autres sont des ordures, de continuer à les fréquenter et de valider leurs actes et leurs conduites. Ainsi, elles reçoivent en retour validation pour leur propre comportement. Le hamster explique en partie pourquoi la jeune fille est aussi outrageusement et évidemment favorisée par les sociétés occidentales contemporaines. Elle constitue en effet, une fois convaincue du bien fondé de ses vues, la drone politique parfaite, le citoyen béat et bavant, l'imbécile avec carte d'électeur, le crétin avec carte bleue, bref, l'idiot utile sur lequel tout système totalitaire a besoin de s'appuyer. Grâce au hamster, vous pouvez en toute impunité changer le sens des mots, genre le racisme anti-blanc c'est pas du racisme, défendre le sujet mais pas ses conséquences, les lieux réservés aux hommes c'est sexiste, les lieux réservés aux femmes c'est merveilleux, oser les cocktails idéologiques les plus périlleux, je suis contre l'État et pour une redistribution des richesses, pratiquer la morale à deux vitesses,
Si vous n'aimez pas les grosses, c'est que vous êtes un sale grossophobe oppresseur, mais ne me bâchez pas si vous mesurez moins d'1m90 et n'avez pas d'abdos. Bref, à tous égards, se retrouver dans la peau de l'homme qui pleure les effets dont il chérit les causes et dont, selon Bossuet, Dieu se rit. Et ceci en toute bonne foi. Le hamster a même la capacité de voyager dans le temps. En effet, lorsqu'une jeune fille change d'avis, que ce soit sur un produit qu'elle ne veut plus acheter, une robe qu'elle ne veut plus porter, un club qu'elle ne veut plus fréquenter ou un partenaire qu'elle ne veut plus consommer, ce produit dans son esprit a un effet d'interrupteur. Tout à coup, la lumière s'allume et le hamster se met à courir dans sa roue. À courir très vite. À l'issue du processus, elle croit réellement qu'elle n'a jamais réellement aimé cette personne, cette robe, ce club, ou tout au moins que ça faisait longtemps qu'elle sentait bien que quelque chose n'allait pas. Ce processus s'appuie sur 3 principes essentiels. D'abord, la jeune fille ne se trompe pas. Elle a toujours raison, et ses intuitions et sentiments aussi. Deuxièmement, si malgré tout la jeune fille se trompe, c'est qu'elle a été trompée. En cas d'erreur de sa part, elle est donc forcément victime. Enfin, en troisième lieu, les faits importent uniquement quand ils permettent de soutenir le point de vue de la jeune fille. Le réel n'est pas un concept immuable. Au contraire, à bien des égards, la jeune fille est une magicienne, puisqu'elle estime qu'il lui suffit de croire assez fort à quelque chose pour que cette chose devienne réelle. Ainsi, la tendance au révisionnisme historique existe à tous égards chez la jeune fille, mais elle n'est jamais aussi forte que quand elle repense à ses relations professionnelles, amicales ou amoureuses passées. Quand la flamme s'éteint, quand, comme le chantait Rutebeuf, l'amour est morte, l'idée qu'elle ait pu autrefois être dans un autre état d'esprit que celui dans lequel elle se trouve aujourd'hui devient absurde, impensable et impossible. Il est impossible qu'elle ait aimé ce mec, qu'aujourd'hui elle méprise, donc elle a seulement cru l'aimer. Si elle a cru l'aimer, c'est qu'il a tout fait pour qu'elle y croie. S'il a tout fait pour qu'elle y croie, c'est qu'elle a été manipulée. Si elle a été manipulée, c'est presque comme si elle avait été violée. Par voie de conséquence, elle est d'abord et avant tout, et surtout ses propres yeux, encore une fois une victime. Et l'ex-compagnon, forcément, un manipulateur, un pervers narcissique, un sadique, un sale type, etc. Et ce qui est vrai de la relation amoureuse l'est quasiment pour tout autre. Ainsi, la jeune fille est par exemple incapable de rompre une collaboration professionnelle sans d'abord se convaincre, y compris à ses propres yeux et avec les arguments les plus absurdes et les plus idiots, que l'autre est un salaud. Et puisqu'il est un salaud, on n'a pas besoin de le respecter, on n'a pas besoin de le prévenir, on n'a pas besoin de discuter avec lui. On est d'abord et avant tout victime de ce salaud. Or, le statut de victime est un statut merveilleux, et que la jeune fille recherche par-dessus tout. En effet, une victime est avant tout à plaindre et non à juger. Une victime n'a pas à remettre en question ses actes. Elle n'a jamais rien fait de mal, elle a seulement subi. Une victime n'a pas à se demander quelle part elle a pris à son propre malheur, elle est pure et vierge de tout reproche. Grâce à ce merveilleux statut, la jeune fille est donc capable d'avancer dans son existence, d'histoire en histoire, sans jamais rien apprendre et sans jamais remettre en question ses propres méthodes, ni sa propre façon d'être. Pour illustrer le propos, je citerai un passage de 1984 d'Orwell qui me fait toujours penser au hamster. Je cite. Winston laissa tomber ses bras et remplit lentement d'air ses poumons. Son esprit s'échappa vers le labyrinthe de la double pensée, connaître et ne pas connaître. En pleine conscience et avec une absolue bonne foi, émettre des mensonges soigneusement agencés, retenir simultanément 2 opinions qui s'annulent alors qu'on les sait contradictoires et croire à toutes les 2. Employer la logique contre la logique. Répudier la morale alors qu'on se réclame d'elle. Croire en même temps que la démocratie est impossible et que le parti est le gardien de la démocratie. Oublier tout ce qu'il est nécessaire d'oublier. Le rappeler à sa mémoire quand on en a besoin. L'oublier plus rapidement encore. Surtout, appliquer le même processus au processus, lui-même. Là était l'ultime subtilité. Persuader consciemment l'inconscient, puis devenir ensuite inconscient de l'acte d'hypnose que l'on vient de perpétrer. La compréhension même du mot double pensée impliquait l'emploi de la double pensée. Fin de citation. Pour conclure et avant de laisser la parole à Ralph, j'ajouterai que bien évidemment il ne s'agit pas de jeter le doute et le blâme sur toutes les personnes se trouvant dans une situation difficile. Les authentiques victimes innocentes, ça existe. Mais l'homme de raison sait qu'il est extrêmement rare que l'on soit totalement pour rien dans ce qui nous a. Considérer que l'on n'est jamais coupable de rien est tout aussi stupide et absurde que de penser que l'on est toujours coupable de tout. Et bien entendu, il s'agit aussi de se méfier de son propre hamster, car la bestiole est présente chez tout un chacun, à divers niveaux d'activité. La tendance à l'auto-apitoiement et à la réécriture de l'histoire en notre propre faveur existe chez chacun de nous. Il convient pour qui souhaite parvenir à une certaine clarté d'esprit d'en avoir conscience, afin de pouvoir identifier en soi-même de tels processus et leur tordre le cou quand ils se produisent. Être pris en défaut, réaliser sa propre faiblesse et ses propres limites, ou encore avouer qu'on a été insuffisant, minable, immoral, rien de tout cela n'est agréable. Mais se confronter à ses propres manquements est l'unique moyen de s'améliorer sur le long terme. Voilà, je laisse la parole à Ralph. Comme tu en parles bien, Martial, ta voix me berce et j'adore ta conclusion. Nous l'avons donc compris, le hamster, c'est un processus de dissonance cognitive qui affecte les jeunes filles. Jeunes filles qui ne sont ni forcément jeunes, ni forcément filles, puisque la jeune fille est également un concept. Tu t'es beaucoup attardé, Martial, sur la jeune fille en tant qu'être générique, et moi j'aimerais dissocier le hamster chez la femme du hamster chez l'homme.
Le hamster, c'est le mécanisme mental par lequel un individu se mente à lui-même. D'abord, pour fuir une réalité qui lui fait mal, ensuite pour fuir une réalité qu'il est incapable d'assumer socialement, essentiellement la réalité de sa propre faiblesse et de sa propre immoralité. Le hamster est donc un système de protection, un système de défense qui touche principalement les femmes parce qu'à l'instar de l'hystérie, c'est un outil de déviation des problématiques. Le hamster permet de ne jamais se confronter à soi-même et de soigner sa valeur sociale. Le hamster chez la femme, nous l'expérimentons chaque jour. D'abord, si vous avez partagé la vie d'une femme, vous savez que vous n'aurez jamais raison. Si vous n'abdiquez pas devant leur mauvaise foi, elles finiront par vous rendre fou par d'interminables discutailleries. Mais ne sont-elles pas toutes, lorsque nous les écoutons, d'innocentes oies blanches malmenées par un monde cruel et injuste? Si on ne devait se fier qu'à ce qu'elles disent, elles seraient toutes irréprochables, jamais coupables de rien, tant dans leur vie privée que dans leur vie professionnelle. Je serais malhonnête si j'affirmais n'avoir jamais vu de femme reconnaître ses torts, mais c'est si rare que lorsque cela se produit, je marque ce jour d'une pierre blanche. Lorsqu'une femme se plaint de ses déboires professionnels, j'en suis épuisé d'avance, Martial. L'histoire est toujours la même. Une hiérarchie tyrannique, des collègues incompétents qui, par jalousie, refusent de reconnaître ses talents et lui confisquent ses mérites. J'écoute et j'opine du chef, bien qu'il soit évident que la pauvre jeune fille en face de moi en train de se plaindre se noierait dans un verre d'eau à moitié vide. Encore pire quand une femme étale ses mésaventures amoureuses. Elles se choisissent délibérément les pires pervers et font mine de le découvrir le jour où ça tourne mal. Elles quittent de gentils garçons sans raison et trouvent toutes les excuses pour se convaincre d'avoir fait le bon choix et d'être des filles bien. La femme est une machine à tordre le passé, à travestir le réel, à camoufler ses turpitudes. Comme toujours avec les concepts Red Pill, rien de nouveau sous le soleil. Tout cela est connu de toute éternité. On retrouve le hamster féminin dans tous nos mythes fondateurs, nos contes, notre sublime littérature. Le hamster n'est jamais qu'une vérité oubliée depuis les années 60, mais qui était pour nos ancêtres l'évidence même. Le hamster féminin a plusieurs explications, tant biologiques que contextuelles. Sur des milliers de générations, la femme a été un butin, une monnaie d'échange. Elle passait d'un clan, d'une famille, d'une tribu à l'autre. Elle devait donc adapter ses croyances et ses mœurs à son nouvel environnement. La loi d'airain de l'évolution a privilégié les femmes dotées d'une certaine forme de plasticité mentale. Plus contextuellement, la femme a souvent vu sa féminité et sa sexualité contrariées, bridées. Gardienne de la lignée, elle devait protéger sa vertu et sauvegarder sa réputation au prix bien souvent d'une contrainte morale intenable et contre nature, qui, pour être intériorisée, nécessitait une forte propension à l'auto-tromperie. Plus proche de nous, l'injonction à être forte, libre et indépendante les oblige à manœuvrer et à ruser, car s'il y a bien une chose que la femme n'est pas, c'est forte, libre et indépendante. Plus faible physiquement enfin, la femme a souvent dû, pour arriver à ses fins, maîtriser la violence indirecte, la manipulation, la tromperie, et personne ne trompe mieux les autres que celui qui parvient à se convaincre lui-même de ses propres mensonges. Bref, le hamster est consubstantiel à la psyché féminine. Il suffit de le savoir et de composer avec. Nos ancêtres s'en sont toujours débrouillés. Bien sûr, on peut regretter qu'aucun système de contrôle social ne vienne tempérer ce fâcheux penchant. En effet, ce n'est pas parce qu'une chose est naturelle qu'elle ne doit pas être contenue. Il en va de même pour la violence des hommes, par exemple. Mais ça, c'est de la politique. Tout ce que nous pouvons faire à l'heure actuelle concernant le hamster féminin, c'est tenter de s'en prémunir à l'échelle individuelle. Messieurs, choisissez-vous une femme qui a un hamster nain dans le crâne et fuyez celles qui nourrissent un castor sous stéroïdes et cessez d'attendre par pitié des femmes ce qu'elles sont incapables de vous offrir, car c'est dormir toute sa vie que de croire en ses rêves. Ceci étant dit, j'aimerais attirer l'attention des auditeurs sur un phénomène très contemporain cette fois, c'est la prolifération dans nos sociétés occidentales d'hommes hamstérisés, d'hommes pratiquant l'autotromperie comme les femmes. Il en a sûrement toujours existé, mais nos ancêtres prenaient soin de les mettre au banc de la société. Aujourd'hui, ils prospèrent en toute impunité.
Pourquoi? L'individualisme, l'atomisation des individus, la chute de conscience morale, la tertiarisation, la toute-puissance de l'État et du marché, qui se sont peu à peu substitués aux autres structures de solidarités humaines, et sûrement bien d'autres facteurs qu'il serait beaucoup trop long de développer ici. Un homme hamstérisé, c'est l'abomination suprême. La femme a des excuses, l'homme n'en a aucune. Les hommes appartenant à un même groupe doivent pouvoir se faire confiance parce que la fonction de l'homme est de se confronter au réel. Cela implique de se connaître soi-même, de savoir évaluer ses forces et ses faiblesses, de respecter la hiérarchie naturelle, d'être honnête et intègre. Un homme sur qui vous ne pouvez pas compter à la chasse ou à la guerre, un homme à qui vous ne pouvez pas donner votre confiance, un homme qui introduit de la confusion, qui se prend pour ce qu'il n'est pas, qui est dans le déni de sa propre valeur, c'est non seulement un homme qui ne vous sert à rien, mais qui en certaines circonstances peut s'avérer terriblement dangereux. Méfiez-vous des cons, un jour ils vous le prouvent. L'homme hamster, incapable d'assumer sa propre fiotitude, inventera 1000 mensonges, trahira tout ce qu'il pourra, même sa mère, afin de n'y jamais s'y confronter. L'homme hamster est un sous-homme qu'il faut s'évertuer à démasquer et à bannir comme l'ont fait nos ancêtres avant nous. Celui qui aime abuser de sophismes et de rhétorique pour avoir toujours raison contre l'évidence, il faut l'écraser sans pitié, il ne sied pas à l'homme vertueux de discutailler alors qu'il a tort. Celui qui, pour justifier d'avoir pris de mauvaises décisions, ou pire de s'être comporté comme une flaque de chiasse, et n'hésite pas à calomnier, argumenter fallacieusement, doit être déchu de ses droits envers les autres hommes. Si vous croisez ce genre d'individu au travail, prenez soin de tout formaliser par écrit. Si vous en fréquentez dans la sphère privée, coupez tout contact. Alors comment reconnaître un homme hamster? C'est assez simple. Vous pouvez en démasquer un à vos dépens, c'est l'option de loin la plus désagréable, ça ne fait jamais plaisir. C'est-à-dire que vous allez le démasquer après qu'il vous ait fait un coup de pute. À ce moment-là, vous pouvez le gifler. Les hommes hamsters sont en général des salopes qui chouinent à la première pichenette. Mais réjouissez-vous de l'avoir confondu. Il aurait pu autrement, dans d'autres circonstances, vous faire un bien plus gros coup de pute à l'avenir. D'ailleurs, ne vous associez jamais sérieusement avec un homme dont vous n'avez jamais éprouvé l'intégrité. J'ai fait cette erreur dernièrement, on ne m'y prendra plus. Mais la plupart du temps, en réalité, vous n'avez pas besoin d'attendre d'être victime d'un homme hamster pour vous en apercevoir. Les gens se comporteront avec vous comme ils se comportent avec les autres. Vous voyez un homme médire injustement, il finira par médire injustement contre vous. Vous voyez un homme agir comme un lâche ou une chouineuse, vous en paierez les frais un jour ou l'autre si vous ne mettez pas le « holà ». Dernière chose, j'aimerais faire une différence entre la mythomanie et l'auto-tromperie, car le hamster est autre chose que la tendance à mentir. Ce sont deux notions très différentes. Le mythomane sait qu'il ment. Il le fait à dessein et il poursuit un objectif. Séduire, s'enrichir ou s'éviter des problèmes. Ça nous est arrivé à tous. Ce faisant, il est conscient de transgresser une norme. Il fait le mal, mais différencie encore le mal du bien. Celui qui se ment à lui-même est bien pire que le mythomane. Il ne ment pas pour poursuivre un but. Il ment parce que c'est une pute, et afin de se persuader de ne pas en être une, il détruit en lui-même sa capacité de différencier le bien du mal, la vérité du mensonge, la justice de l'iniquité, et ce faisant, il détruit en lui sa propre humanité. Un homme hamster est pire qu'un animal, bref, fuyez les hommes hamsters, les fiottes, les chouineuses et les petits sophistes. Et alors, j'avais pas fait de conclusion, mais je trouve ta conclusion formidable. Le hamster nous guette tous, nous avons tous un petit hamster dans le coin de notre cerveau, et nous devons lutter sans pitié contre lui. Oui, il s'agit de buter la bestiole dès qu'on voit qu'elle commence à courir dans sa roue. Effectivement, ce que tu as dit sur les hommes hamsters, j'ai aussi écrit un certain nombre d'articles sur la notion d'honneur. Et effectivement, pourquoi est-ce que les hommes ont inventé l'honneur? Pour savoir à qui ils pouvaient faire confiance. L'homme honorable dans la tribu, c'est tout simplement celui sur qui la tribu peut se reposer, quoi.
Et ça veut pas dire que l'homme honorable est forcément un musclore ou a forcément 180 de QI. L'homme honorable, c'est celui qui connaît... Ouais. Ça veut même pas dire qu'il est sympathique. Non, c'est simplement celui qui connaît sa valeur, celui qui ne ment pas sur ce qu'il est. Ma grand-mère avait ce mot d'esprit, elle disait quand on connaît ses seins, on les honore. Et c'est vraiment ça, hein. Quand on se connaît soi-même, on s'honore soi-même, et quand on connaît ses seins, c'est-à-dire quand on connaît les gens qui sont autour de soi, eh bien on les honore et on fait avec. Mais seulement on peut pas faire avec quelqu'un qui ment. Bah, après, effectivement, t'as aussi bien expliqué qu'il y a une différence. Le hamster, c'est pas du tout, effectivement, la mythomanie. Bien souvent, c'est des processus de recontextualisation. C'est-à-dire qu'une fois que l'événement est passé, on va dans sa tête le travailler, le retravailler, essayer de le réexpliquer, et se trouver finalement, a posteriori, les meilleures raisons du monde pour faire ce qu'on a fait, quoi. Ou se trouver a priori d'excellentes raisons pour faire ce qu'on a envie de faire, alors qu'on sait très bien que c'est pas moral, que c'est pas correct, etc. Mais on va le contextualiser, le rationaliser d'une telle manière que ça va sembler acceptable à notre esprit conscient. Et sans convaincre, c'est ça le pire. Et sans convaincre. Oui, c'est ça. Parce que... se mentir à soi-même, il n'y a rien de pire, finalement. Oui, et tant on fait tous, peu ou prou, hein. C'est un danger qui nous guette tous. Le tout, c'est de rester à peu. On peut pas raisonnablement espérer atteindre le niveau pas du tout. Ça, ce sont les grands sages, ce sont les saints, ce sont les bodhisattvas. Voilà. Qui prétendent jamais être des saints, d'ailleurs, qui disent toujours être sur le chemin de la sainteté. Il y a un concept en psychologie que j'aime beaucoup, qui s'appelle le locus interne et le locus externe. Le locus interne, c'est ce qui relève de notre propre responsabilité, et le locus externe, c'est finalement ce sur quoi nous n'avons aucune emprise. Et je crois que la qualité de l'honnête homme, c'est de savoir ce qui relève de sa responsabilité et ce qui n'en relève pas. Et effectivement, c'est très dur à acquérir comme conscience, mais c'est quelque chose qu'un homme doit faire, parce que c'est très antinaturel d'être un homme, finalement. Oui, c'est lutter en permanence contre des pulsions qui sont des pulsions ou de bestialité, ou comme tu dis, de fiotitude, hein. C'est une conquête. C'est un homme, ça s'empêche, c'est Camus qui disait oui, ça. Oui, Camus. Enfin, c'était son père qui disait ça. Oui, un homme, ça s'empêche. Simone de Beauvoir disait qu'on ne naît pas femme, on le devient. C'est complètement faux. C'est l'inverse. C'est la nature masculine qui est une nature de conquête et de devenir. Ouais, c'est quelque chose que les féministes supportent pas. C'est que la femme soit un être de nature et l'homme un être de culture, et pourtant. Avons-nous fait le tour du sujet? Ben ouais, et puis c'était un vrai plaisir. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas fait. Je vous rappelle que Bistrot des Hommes est également présent sur Bistrot des Gentilshommes, je ne m'y ferai jamais. Bistrot des Gentilshommes est présent sur Facebook, la page vient d'être créée, donc allez-y, comme ça si vous êtes Facebook addict, vous aurez vous serez au courant des nouvelles sorties. Vous likez, vous dislikez, vous commentez, vous essayez de faire des commentaires constructifs. On a des très très beaux commentaires sous nos vidéos. Franchement, ça nous fait plaisir. On répond pas forcément à tous, mais on les lit tous et ça nous fait très plaisir. Et la semaine prochaine, on va faire une petite émission littéraire. Un autodafé qui finira sûrement pas dans les flammes comme Notre-Dame certainement ce soir. Pas, non. Certainement pas, puisqu'on va s'intéresser à Bukowski dans un roman largement autobiographique et peu connu. Moi, je l'avais pas lu. J'ai commencé à le lire et je me régale. Et donc, on vous parlera du bon vieux Hank Chinaski, cet alcoolique sublime de la littérature américaine. On se dit au revoir, à très bientôt à tout le monde. Ciao. À très bientôt, ciao ciao.